Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alain Bergeron. Je suis bénévole pour Cancer de la vessie Canada depuis environ 4 ans et je suis de la ville de Québec. Comme lors du premier webinaire, j'agirai encore une fois à titre de présentateur et de modérateur pour la présentation de ce soir. Il me fait donc grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième webinaire de la série Accès aux médicaments. Cette série de webinaires est en fait composée de 5 webinaires qui auront lieu pendant les mois de janvier et février 2022. Pendant qu'on laisse encore un peu de temps aux gens pour se connecter et s'installer, je voudrais vous rappeler de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain, le 25 janvier 2022, de 18h à 19h. Ce troisième webinaire a pour titre « Les principes fondamentaux de la défense des droits ». Si ce n'est pas déjà fait, Teresa devrait mettre très bientôt dans le lien pour s'inscrire dans la boîte de discussion ou si vous aimez mieux le chat en anglais. Alors, nous sommes très contents que vous soyez avec nous ce soir pour en apprendre un peu plus sur le processus d'approbation et de remboursement des médicaments au Canada. Cette information est importante pour s'assurer que les patients atteints de cancer de la vessie ainsi que leurs proches soient bien au courant de ces processus qui pourraient éventuellement leur permettre d'avoir accès à de nouveaux médicaments. Encore une fois, je voudrais dire un immense merci à toute l'équipe de Versana qui a travaillé très fort à la planification et à la préparation de cette série de webinaires. Merci Versana de nous fournir gracieusement ces webinaires. Avant de commencer, j'ai quelques informations et consignes d'usage à vous transmettre. Sachez que ce webinaire est en cours d'enregistrement et qu'il sera éventuellement disponible sur le site web de Cancer de la vessie Canada. Vos micros et caméras resteront éteints pendant toute la durée de la présentation. À la fin de la présentation, lors de la période de questions, si vous voulez poser une question, nous allons alors réactiver votre micro et votre caméra. Pour nous faire savoir que vous voulez poser une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Lever la main » ou « Raise Hand » qui se trouve au bas de votre écran. Si vous préférez, vous pouvez aussi poser votre question via la boîte de discussion ou ce qu'on appelle le chat en anglais. La fonction chat se trouve dans les commandes au bas de votre écran. Si vous voulez utiliser le chat pour poser une question, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la présentation pour le faire. Vous pouvez nous envoyer votre question pendant la présentation. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour partager vos pensées ou commentaires avec le groupe pendant la présentation. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez aussi nous envoyer un message via le chat. Maintenant, comme lors du premier webinaire, cette deuxième présentation sera donnée par Madame Lise Huneau, qui est la fondatrice et directrice principale chez Alice Relations publiques. Ce soir, elle nous parle du processus d'approbation et de remboursement des médicaments au Canada. Alors, bienvenue Madame Huneau et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Donc ce soir, j'aborde avec vous le processus d'approbation et de remboursement des médicaments au Canada. Je vais donc vous proposer d'aborder d'abord le processus d'approbation, évidemment, dans son ensemble. On va également survoler le programme, enfin, l'approbation des médicaments et avis de conformité. On va voir également la tarification des médicaments, le processus d'évaluation des technologies de la santé qui comprennent l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé et l'INES. Ensuite, on va regarder les négociations relatives à l'établissement des prix et il y aura une période de questions vers la fin. Alors, pour la présentation, je vais éteindre ma caméra de manière à pouvoir me concentrer sur la présentation. Alors, voici d'un seul coup d'œil le processus canadien d'approbation et de remboursement des médicaments au Canada. En fait, c'est un processus qui en comprend plusieurs, qui comprend plusieurs agences et organismes et qui chapeaute une multitude de comités indépendants, mais parfois reliés. Bref, c'est complexe, c'est compliqué et je vais tenter de vous présenter les acteurs clés et tous les acronymes le plus simplement possible. Donc,
Ici, le graphique illustre le parcours d'un médicament depuis l'idée d'un nouveau médicament et la phase de recherche qui s'ensuit. Ensuite, vous voyez la phase de révision réglementaire. Et je vais revenir un petit peu plus loin sur l'avis de conformité par Santé Canada et le programme d'accès spécial. Une fois que le médicament est approuvé et qu'il est rendu disponible, c'est le moment de procéder à ce que l'on appelle l'évaluation de la technologie de santé. Ce processus se fait par l'entremise de l'ACMTS qui chapeaute le EPMO et le PCEM. On va voir ça tout à l'heure un petit peu plus en détail. Mais c'est à ce niveau, donc, qu'on effectue des évaluations thérapeutiques des médicaments, mais en vue de fournir les recommandations pour le remboursement des médicaments. Enfin, au bas, la dernière étape, c'est le processus qui est relié au remboursement et à l'accès du médicament. On va voir ça également un petit peu plus loin, le rôle de l'APP, l'Agence pan-canadienne pharmaceutique. Donc, son rôle est au niveau de la tarification des médicaments au Canada. Et on va aussi voir le rôle des provinces qui ont vraiment le dernier mot sur le remboursement des médicaments. Voici en fait le processus réglementaire que je viens de vous décrire, là, la diapo précédente, pour l'approbation, mais vu, si vous voulez, sur une ligne plus chronologique. Donc, simplement vous dire que tout le processus de remboursement, le processus réglementaire est touché par les politiques fédérales, provinciales et nationales. Alors, d'abord, comme je vous dis, c'est un petit peu répétitif de ce que je viens de vous montrer, mais sur une chronologie plus linéaire. Alors, d'abord, le fabricant soumet sa liste à Santé Canada pour son approbation. Le fabricant reçoit ou non un avis de conformité. Ensuite, c'est l'Agence canadienne des médicaments et des technologies qui mène 2 processus pan-canadiens d'examen. Donc, le programme commun d'évaluation des médicaments qui examine les nouveaux médicaments et l'examen pan-canadien des médicaments oncologiques pour les médicaments contre le cancer, sauf au Québec. Au Québec, c'est l'INES qui gère son propre son processus d'examen des médicaments et de remboursement. Par la suite, vous avez l'APP, c'est l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui mène des négociations conjointes, fédérales, provinciales, territoriales, et ces négociations-là se concluent par une lettre d'intention. Par la suite, les provinces examinent les nouveaux médicaments et prennent leur décision finale pour le remboursement par le moyen d'une entente d'inscription de produits. Alors voilà. Simplement retenir que c'est très complexe. Donc maintenant, on va revenir sur le programme d'accès spécial. C'est un programme d'accès de Santé Canada. C'est un programme d'urgence aussi, pour les situations d'urgence, pour autoriser l'usage d'un médicament non approuvé à des patients qui sont touchés d'une maladie grave, voire mortelle, ou encore lorsque les traitements conventionnels ont échoué. Alors, la demande doit provenir d'un professionnel de la santé et celles-ci sont traitées habituellement dans les 24 heures suivant leur réception. Alors, ce programme ne finance pas le médicament et l'approvisionnement est directement transmis du fabricant aux professionnels de la santé. En cas de frais pour des services dans les hôpitaux, les assureurs publics ou dans certains cas, les patients et leurs familles doivent couvrir les frais. Maintenant, un petit retour donc sur l'approbation des médicaments et l'avis de conformité par Santé Canada. Donc, au niveau du processus réglementaire standard parce que le programme que je viens de vous décrire est plutôt disponible dans des cas d'urgence. Ici, au niveau réglementaire standard, le fabricant doit soumettre sa demande d'approbation à Santé Canada. Ça implique généralement de la part des fabricants de monter des soumissions extrêmement volumineuses qui contiennent des informations scientifiques sur l'innocuité, donc l'aspect sécuritaire du médicament, l'efficacité, ses avantages et la qualité du produit.
Si à la fin de l'examen de Santé Canada, on conclut que les avantages l'emportent sur les risques et que les risques peuvent être atténués, c'est-à-dire ne causent pas de mal, le médicament reçoit un avis de conformité. Et c'est cet avis de conformité qui permet aux fabricants de rendre le médicament disponible au Canada, de le mettre en marché. Maintenant, pour ce qui est de la tarification, le prix des médicaments brevetés sont réglementés par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le CEPMB. Alors, la mission de ce conseil est de contribuer aux soins de santé canadiens en s'assurant que les prix des médicaments brevetés ne sont pas excessifs. Donc, pour produire son rapport, le CEPMB base ses recommandations sur des critères de comparaison, dont les prix de référence à l'international, les classes thérapeutiques, les évaluations de la technologie de santé, la taille du marché et aussi le coût par rapport au PIB. Actuellement, il y a une réforme qui est en cours au CEPMB pour revoir, entre autres, les critères de comparaison, mais aussi pour revoir son rôle dans l'ensemble. Alors, la réforme qui devait entrer en vigueur en début d'année est reportée au mois de juillet 2022. À noter que le processus de détermination des prix peut commencer avant même l'approbation par Santé Canada. Donc, encore une fois, vous voyez, il peut y avoir plusieurs processus concurrents. Maintenant, on passe à l'étape de ce qu'on appelle l'évaluation des technologies de la santé qui est chapeautée par la CMTS, c'est l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, qui est un organisme indépendant dont le mandat est d'examiner les preuves objectives qui permettent de fournir aux décideurs de l'information pour prendre des décisions concernant l'usage et le remboursement des médicaments. Alors, comme vous le savez, il y a vraiment 3 voies possibles pour le remboursement des médicaments, soit par les fonds publics, les régimes d'assurance publique. Techniquement, ça veut dire que les médicaments sont gratuits. Encore, il y a les régimes d'assurance privée via votre employeur, ou encore, il y a l'argent comptant dans votre poche. Donc, vous devez payer entièrement les frais. Maintenant, quelques mots sur le PCEM. Donc, c'est le processus d'examen des médicaments non oncologiques qui est effectué par le Comité canadien d'expertise sur les médicaments. Alors, c'est à ce niveau qu'on examine les études cliniques pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du médicament. On examine également les avantages thérapeutiques par rapport au traitement actuel et on examine également la rentabilité du nouveau ou du médicament par rapport au traitement actuel. Alors, toutes les informations, encore une fois, sont utilisées pour faire des recommandations aux provinces et aux territoires du Canada, sauf pour le Québec qui gère son propre processus. Tout ça en vue des décisions pour le remboursement des médicaments. Pour ce qui est du processus d'examen pan-canadien des médicaments oncologiques, le EPMO, la démarche du comité d'experts est la même, ou très similaire. Cependant, au programme commun d'évaluation, mais dans ce cas-ci, excusez-moi, dans ce cas-ci, c'est qu'on examine les médicaments en oncologie. Alors, à travers tous les processus dont je viens de vous parler, la rétroaction des groupes de patients et des groupes de médecins et de certains professionnels de la santé est possible et peut faire une différence au niveau des recommandations qui sont mises de l'avant par les comités d'experts. Alors, la rétroaction des patients et des médecins est permise depuis 2010 seulement et elle s'est beaucoup simplifiée avec les années. Alors, aujourd'hui, on peut présenter de la rétroaction à l'aide d'un formulaire qu'on remplit pour l'examen des dossiers en oncologie et les dossiers aussi pour les médicaments non oncologiques. Les groupes de patients ont l'occasion de fournir des commentaires avant et après l'ébauche des recommandations du comité. Et ça, c'est vrai pour les médicaments en oncologie et non oncologie. Du côté des professionnels de la santé, les soumissions peuvent aussi être déposées
par des médecins, cliniciens, des professionnels de la santé à l'aide d'un formulaire conjoint. Les soumissions doivent être déposées par des groupes ou des associations professionnelles. Et tous les professionnels de la santé ont l'occasion de fournir des commentaires et de la rétroaction à l'ébauche des recommandations pour l'examen des dossiers. Donc, on vient de voir que les parties prenantes ont l'occasion de fournir de la rétroaction, qu'il s'agisse d'un médicament en oncologie ou non oncologique. La rétroaction se fait à l'aide de 3 formulaires. Alors, on va en voir 2. Celui pour les groupes de patients, pour la rétroaction sur l'ébauche, c'est-à-dire, il y a 3 formulaires, on va en voir 2. Il y a celui pour les groupes de patients, il y en a également un pour les groupes de médecins, et le 3e, qui est un formulaire de rétroaction, mais sur l'ébauche des recommandations des comités d'examen. Alors, la majorité de ces formulaires sont affichés sur le site Web de la CMTS. En ce qui concerne votre fenêtre d'opportunité pour fournir de la rétroaction initiale s'ouvre 20 jours ouvrables avant la date cible pour la soumission par le fabricant à la CMTS et ferme 15 jours ouvrables plus tard. Donc, vous avez une fenêtre d'opportunité pour émettre de la rétroaction de 35 jours ouvrables. Après que le comité ait fourni une ébauche de recommandations, les mêmes groupes de patients, de médecins qui ont fourni de la rétroaction initialement au début du processus ont un autre 10 jours ouvrables pour fournir de la rétroaction sur l'ébauche des recommandations. Donc, si vous êtes d'accord avec les recommandations, ça va bien. Mais si vous n'êtes pas d'accord, 10 jours pour réagir, c'est court. Alors, les prochaines diapos vont porter sur les questions qui sont contenues dans les formulaires, des questions qui portent spécifiquement sur les patients et les proches aidants. Donc, je vais survoler les questions et je vais vous pointer seulement quelques éléments importants. À noter que tous les formulaires sont disponibles en ligne. Alors, le formulaire de rétroaction de groupe de patients pour l'examen en vue du remboursement. La première question, en fait, c'est sur la collecte de renseignements. Alors, ce qui est important de retenir, c'est de fournir un large éventail de patients et de proches aidants dans votre soumission, en fait, leur perspective. Et surtout, on veut savoir comment vous avez collecté l'information. Alors, prenez le temps de décrire dans votre soumission comment vous avez recueilli les points de vue. Est-ce que c'est par entrevue, groupe de discussion ou par sondage? Alors, on veut aussi connaître l'expérience personnelle aussi des individus au sujet justement là, de leur expérience avec le médicament, si c'est possible. Ça, on va voir ça un peu plus tard. Pour vous aider dans votre collecte de renseignements, encore une fois, je vous invite à télécharger le guide sur le site Web de la CMTS qui est intitulé « Directives pour fournir de la rétroaction de patients ». C'est vraiment votre meilleure ressource pour vous aider à vous préparer, là, à préparer votre soumission. Alors, peut-être aussi important d'indiquer que de sonder la communauté de patients au Canada ou même à l'étranger avec des liens avec celle des questions dans le formulaire de rétroaction est vraiment une très, très bonne pratique. Pour les questions de sondage, vous pouvez poser autant de questions fermées que possible. Et puis, si vous avez des doutes sur l'élaboration d'un sondage, vous pouvez aussi travailler avec les cliniciens ou les médecins qui peuvent vous aider aussi à bien cerner l'information à recueillir. Offrez toujours l'occasion aux participants de vous donner leurs coordonnées aussi s'ils souhaitent peut-être éventuellement s'impliquer dans une de vos campagnes. Aussi, très important, dans la mesure du possible, c'est de sonder les patients qui ont de l'expérience dans la prise du médicament en cours d'examen, peu importe le lieu de résidence, parce que vous avez aussi la possibilité de faire un sondage ou de faire des entrevues avec des patients à l'extérieur du Canada. Donc, au sujet de la question sur l'expérience de la maladie, ici, on vous demande essentiellement un aperçu de ce que ça signifie de vivre avec la maladie en question. Donc, par exemple, on vous demande de décrire l'impact de la maladie sur la vie quotidienne et sur la qualité de vie. Alors ici, c'est important pour cette question-là de se concentrer sur le mot « impact » et de développer sur cette question-là, de fournir toutes les nuances possibles. Donc, on vous demande aussi
de décrire l'expérience des patients avec les traitements actuellement disponibles pour comprendre comment les médicaments en cours peuvent combler des lacunes des traitements actuels. Donc, c'est vraiment à ce stade-ci de votre soumission que vous pouvez démontrer le besoin non satisfait ou les lacunes dans le domaine thérapeutique. Pour la question sur les résultats améliorés, ici, on cherche le point de vue des patients au sujet des résultats recherchés avec le nouveau médicament. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir prendre en considération qu'est-ce que vous considérez être des améliorations. Donc, ces considérations-là vont être ajoutées dans l'évaluation des nouveaux médicaments. Alors, l'expérience avec les médicaments en cours d'examen, ça, c'est la partie la plus importante du formulaire, sans doute. Évidemment, c'est difficile de décrire l'expérience avec un médicament auquel on n'a pas accès parce qu'il n'est pas approuvé au pays, mais la CMTS est quand même consciente que ça pose un certain obstacle. Toutefois, vous pouvez trouver des personnes ailleurs dans le monde qui ont une certaine expérience avec le médicament en question, même si cette personne-là vient juste de commencer à le prendre. Encore une fois, c'est que l'information va vous permettre de mettre en évidence les lacunes des traitements actuels. On suggère aussi, pour trouver des patients, d'approcher les chercheurs qui travaillent sur les essais cliniques. Et puis, lorsque vous allez trouver ces personnes-là, concentrez-vous votre entrevue, votre sondage uniquement sur le médicament à l'étude. Alors ici, en fait, c'est la suite de la question pour expérience avec les médicaments en cours d'examen. Je vais la sauter, puis je vais passer au dernier formulaire de rétroaction. Donc, c'est le formulaire de rétroaction sur l'ébauche des recommandations du comité examinateur, qui est beaucoup plus court, comprend 6 questions fermées, où vous pouvez répondre par oui ou non, à savoir s'il y a entente avec les parties prenantes au sujet de l'ébauche des recommandations. Est-ce que le comité d'examen a pris considération de la rétroaction des parties prenantes? Est-ce que le résumé des commentaires est exact? Est-ce que les recommandations provisoires sont claires? Etc. Donc, si vous avez à répondre non, en fait, petit truc dans le fond, vous pouvez répondre oui ou non, mais quand vous répondez non, vous avez une nouvelle occasion d'expliquer à nouveau ce que vous voulez communiquer. Donc, ceci conclut la partie rétroaction dans le processus de recommandation en vue du remboursement des médicaments. Maintenant, nous voici à la phase finale du remboursement. On va regarder le rôle de l'APP et celui des provinces au niveau du remboursement. Mais avant, je vais vous dire un mot sur l'INES au Québec, au long, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui est responsable de son processus d'examen en vue d'obtenir le remboursement. Donc, les fabricants soumettent leur dossier à l'INES pour évaluation et inscription sur la liste des médicaments publics. Les examens se concentrent sur la valeur thérapeutique, la rentabilité, les répercussions d'une inscription sur le budget de santé publique, et les examens prennent environ 6 mois. Il y a certains examens prioritaires, cependant, qui sont effectués pour répondre aux besoins urgents de patients, particulièrement ceux qui sont atteints de maladies rares. Il s'ensuit une recommandation qui est faite au ministre de la Santé d'inscrire ou non le médicament sur la liste publique. Et la plupart du temps, la tendance est de suivre la recommandation et non d'agir contre. Ça fonctionne comme ça avec l'INES. Les soumissions de rétroaction sont encouragées au début du processus. Il existe aussi à l'INES un formulaire de rétroaction, mais qui est facultatif. Donc, la plupart des groupes de patients peuvent simplement envoyer la soumission qu'ils ont préparée pour la CMTS. Ils peuvent l'envoyer telle quelle à l'INES, qui n'a pas besoin d'être en français. Et vous savez peut-être que maintenant, il y a un processus conjoint entre la CMTS et l'INES qui travaillent ensemble pour certains médicaments. Alors, dans le cadre de la phase de remboursement, c'est l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui mène les négociations conjointes provinciales, territoriales pour les médicaments auprès des manufacturiers pour négocier les meilleurs prix possibles.
Alors, comment ça fonctionne? Les recommandations donc du PCEM et du EPMO sont considérées dans le cadre des négociations. Les négociations se déroulent environ sur 6 mois et les négociations se concluent par une lettre d'intention entre le fabricant et l'APP. Maintenant, la lettre d'intention n'est pas un accord national pour inscrire le produit à la liste des médicaments remboursés. C'est simplement une lettre d'intention qui fixe un prix. Les provinces, ensuite, en fait, les provinces membres de l'APP comprennent plusieurs provinces et 3 programmes. Donc, je ne vais pas les énumérer, mais alors ce sont donc les provinces là, qui participent conjointement là, à l'Alliance. Enfin, la dernière étape, c'est-à-dire la négociation de ce qu'on appelle les ententes relatives à l'inscription d'un produit, qui nous réfère au pouvoir des provinces et des territoires qui ont le dernier mot sur la liste des médicaments remboursés par les régimes publics. Alors, cette dernière étape s'enclenche généralement en fonction du contenu de la lettre d'intention de l'APP. Pour sa part, le gouvernement fédéral décide aussi de sa liste de médicaments qui seront remboursés à travers 6 programmes différents. Donc, il y a le programme des services de soins de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits admissibles, les anciens combattants, les membres des forces canadiennes, les migrants désignés, la GRC et le Service correctionnel du Canada. En conclusion, c'est ma dernière diapo. Au Canada, nous avons 19 listes publiques de médicaments différents, chacune ayant ses propres processus d'examen et de prise de décision en vue du remboursement. Je vous remercie pour votre attention. Ça conclut ma présentation. Eh bien, merci beaucoup, Madame Huneau, pour cette présentation encore une fois très détaillée. On s'aperçoit que le processus d'approbation et de remboursement des médicaments est passablement compliqué et nécessite plusieurs étapes. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, pour nous faire savoir si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Lever la main » ou « Raise Hand » qui se trouve au bas de votre écran. Ou sinon, vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat, là, qui est une des fonctions qui se retrouve au bas de votre écran. Alors, peut-être pendant que les gens préparent leurs questions, je vais vous poser une question, moi, Madame Huneau. On voit que le processus est quand même très compliqué. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps ça prend en moyenne pour qu'un médicament soit approuvé et remboursé au Canada? Après tout ce qu'on vient de voir, là, le temps moyen pour franchir toutes les étapes de l'approbation d'un médicament peut facilement prendre de 2 à 3 ans. Alors, et une fois que le médicament est approuvé, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est remboursé dans toutes les provinces. Alors, certaines, parce que c'est vraiment le pouvoir des provinces d'approuver leur liste de médicaments publics. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que l'accès aux médicaments est très inégal à travers le Canada. Il peut être approuvé au Québec, et non approuvé en Ontario, même chose approuvé en Alberta et non approuvé au BC. Alors, on a une difficulté au niveau de l'accès des médicaments en ce qui concerne le remboursement. OK, merci. Mais si on en revient un peu à la situation actuelle avec la pandémie, si ça prend autant de temps, comment ça se fait que les vaccins contre la COVID-19 aient été approuvés et puis rendus disponibles aussi rapidement dans ce cas-là? Là, vous faites référence au vaccin de Pfizer, hein, qui a été approuvé par Santé Canada très, très rapidement et rendu disponible en 66 jours, en fait. Effectivement, c'est un processus extrêmement rapide. Évidemment, il y a le contexte d'urgence, la pandémie, hein, qui y est pour quelque chose, mais disons que le gouvernement est en mesure de couper dans les longs processus s'il le veut et que tout le monde travaille ensemble. Maintenant, il faut aussi comprendre que dans le cas du vaccin, il y a tout le processus de remboursement, de tarification qui n'a pas eu lieu. Hein. Finalement, c'est le fédéral qui a acheté directement
les vaccins et qui les redistribue à travers le pays. Donc, le contexte, c'est sûr, est tout à fait spécial, mais quand même, 66 jours, il faut le faire. C'est pas mal impressionnant. Teresa, Sacha, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut poser une question? Non. Alors, et il semble que dans le chat, il n'y a pas de questions non plus. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, alors je crois que c'est la fin de cette session-ci. Alors, j'aimerais vous remercier, vous tous à la maison, pour votre participation et j'aimerais tout particulièrement remercier encore une fois Madame Hinault pour son excellente présentation. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez s'il vous plaît vous inscrire le plus tôt possible au prochain webinaire pour ne pas le manquer. Comme déjà mentionné, vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire dans la boîte de discussion dans le chat. Et finalement, on apprécierait si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour nous envoyer vos commentaires concernant ce webinaire en nous écrivant un courriel à l'adresse info@commercial bladdercancercanada.org. Alors, Teresa vient de mettre l'adresse dans le chat. Alors, je répète, c'est info@commercial-bladdercancercanada.org. Alors, bien, merci beaucoup à tous. Au revoir et puis bonne fin de soirée. Merci.